Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Furiosa, le podcast. Je suis Nicolas Gilly et je suis comme d'habitude avec mon camarade Johan Orzulik qui s'est rabiboché avec Steven Spielberg, je crois, cette année. Salut Johan, Salut Nicolas, comment vas-tu? ça va, ça va. Alors je parle de Spielberg, mais on va bien sûr pas du tout parler d'un film de Spielberg, on va parler aujourd'hui de La fin d'Oak Street, le nouveau film de David Robert Mitchell, un cinéaste américain indépendant qu'on avait découvert parce que son film avait fait un peu de bruit il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'était It Follows, un film d'horreur, film d'auteur horrifique, on va dire, présenté à Cannes et qui avait fait son petit effet sur pas mal de monde. Quelques années plus tard, il avait fait Under the Silver Lake, un film que, bon, perso, je n'ai pas vu, mais qui ressemblait pas mal à une espèce d'aventure à la Thomas Pynchon dans Los Angeles. Et on le retrouve cette année avec un projet, pour ma part, je trouve assez inattendu de sa part. Donc La fin d'Oak Street, qui est un film, une production Bad Robot, donc J.J. Abrams. Vous comprendrez donc le clin d'œil à Spielberg du début. Un film où bon, je vais le présenter vite fait. C'est une famille dans un petit quartier résidentiel américain, typique de ce qu'on pouvait voir chez Amblin, qui une petite famille en apparence modèle, etc., et qui d'un coup, comme par magie, voit son quartier déplacé à l'ère jurassique. Voilà, un truc assez improbable. euh, mais pourquoi pas, après tout, hein. Le cinéma permet des trucs improbables. Voilà, bon, bah, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Yann? Je dirais que ça démarre plutôt bien et puis patatras. Voilà, je dirais Patatras. ça. C'est-à-dire, patatras. Vas-y, tu peux y Alors, aller, de toute façon. Commence. je trouve qu'en fait, tu vois, comme toi, j'ai pas vu Under the Silver Lake, j'avais vu It's Follow, que j'ai pas compris le. Enfin, je trouve que c'est un film très très surcoté. Euh, Enfin voilà, pour moi c'est un film. Je trouve que c'est un film trop théorique par rapport à ce qu'il cherche à faire. Je trouve même le film beaucoup plus réac que ce que les slashers, les slashers de base, type Halloween et tout. Voilà, moi j'étais pas fan de It Follow. J'ai eu des échos sur Under the Silver Lake, comme quoi même ceux qui avaient pas aimé It Follow disaient que c'était au moins plus intéressant que son précédent, en tout cas pour ceux qui ne l'avaient pas aimé. Et effectivement, donc moi je j'avais pas d'attente particulière sur ce film-là, donc contrairement à certains. Donc je suis allé le voir comme ça. C'est vrai que le pitch peut être marrant. C'est-à-dire dans le sens où bon bah si t'es un gamin qui a grandi dans les années 80-90 aussi bien avec Jurassic Park qu'avec toute une imagerie de romans d'horreur pour enfants, je pense notamment à Spooksville ou des trucs comme ça où t'avais effectivement des concepts de dinosaures qui attaquaient justement des bourgades américaines où des gosses devaient justement s'en sortir. C'est vrai que c'est un petit rêve, voilà, qui se réalise et qui peut donner d'ailleurs un film très très fun. En plus, c'est vrai que c'est surprenant de le voir sur ce type de projet, mais peut-être que rétrospectivement, ça ne l'est pas si que ça en a l'air surprenant. Parce que je pense qu'en fait, c'est très cohérent avec du moins le film que j'ai vu de lui précédemment. Mais en fait, quand je dis que ça démarre bien, je trouve que il y a une facture narrative et visuelle qui est relativement soignée dans les 20 premières minutes. Je trouve qu'il fait très bien monter la sauce. Les enjeux sont posés de manière très très efficace, simple, directe, efficace. La présentation des personnages, du quartier, du concept de SF, nickel. Ah, franchement, j'ai bien aimé ça. Franchement, j'étais bien dedans. Je trouve que il fait très bien monter la sauce avec la première apparition des dinosaures dans le quartier. Quand bien même, tu vois, les personnages sont des personnages fonction, ils sont relativement bien caractérisés dans le premier acte. Voilà, je trouve que vraiment pour le coup, les 20 premières minutes sont vraiment bien. C'est-à-dire, c'était même assez reposant quelque part de voir un premier tiers de film qui en fait, sait ce qu'il doit raconter, voilà, etc. C'est où il veut venir, etc. Et de manière sans chichi, comme on dit. Donc ça c'est plutôt bien. Je trouve quand même la toute première apparition des dinosaures est vraiment bien.
quand bien même, c'est-à-dire avec l'apparition progressive du dinosaure, c'est-à-dire avec justement les ombres, machin, il y a même de belles idées de mise en scène, notamment dans l'utilisation du reflet, du Dolph-Spiegel, c'est-à-dire le fameux objectif qu'affectionnait Brian De Palma, qui est plutôt bien utilisé pour amener ça. Et je trouve qu'en plus, il y a un effet un peu vraiment bien amené, c'est-à-dire avec les étendages, justement, qui amènent la progression du dinosaure, l'arrivée du dinosaure dans le cadre du film et de l'image. Et en plus, bon, certes, c'est sous influence parce que c'est impossible pour moi de ne pas penser à la scène de Viost, la scène d'ouverture de Viost sur les berges, donc qui fonctionne à peu près sur le même procédé avec un effet de catastrophe enchaînée qui amène une progression, bien que bon. David Robert Mitchell n'est pas Bong Joon-ho, mais bon, c'est déjà pas mal quand même d'arriver à rendre ça crédible. Après, moi je trouve que le film, enfin, c'est assez particulier parce que objectivement, il assume son concept. Et c'est vrai qu'en plus, c'est certes bien mieux que les Jurassic World, du moins les Jurassic World que j'ai vus, c'est-à-dire ceux de Colin Trevorrow, c'est clairement mieux. Il n'y a pas photo, comme je le dis beaucoup. Bon, loin s'en faut. Je trouve même que c'est clairement ce qu'a produit de mieux Abrams. J.J. Abrams, dont je suis pas fan non plus. Mais malgré tout, je trouve que je trouve que le film est et en plus, il y a une bonne idée, c'est-à-dire de l'idée de faire un film d'horreur par rapport à ce que la promo essaie de vendre. C'est clairement essayer de faire un film d'horreur, de ramener une dimension horrifique aux dinosaures, ce qui est plutôt bien vu, moi je trouve, parce qu'on l'avait pas revu depuis le premier Jurassic Park. Voilà. Ou alors, il faut se tourner plutôt du côté du kaiju Ega, la japonaise, je pense à Gamera ou Shin Godzilla, ou Godzilla, Shin Godzilla et Godzilla Minus One, quand bien même c'est du kaiju, c'est pas vraiment des dinosaures, mais quand même. Et donc ça, je trouve ça très bien. Vraiment, en plus, l'aspect horreur est totalement assumé, ça m'a fait vraiment plaisir. En plus, pareil, il y a des scènes qui sont assez soignées. Le problème qu'il y a, c'est que je trouve qu'il y a une trop rapide résolution des enjeux horrifiques par rapport à la... Voilà, il n'y a pas de... En fait, les enjeux sont traités, mais il n'y a pas de... Comment dire, de plus-value visuelle par rapport à ça, ou de scénographique, voilà, je préfère dire ça, le terme c'est vraiment scénographique, c'est-à-dire que hop, c'est traité et puis on passe à autre chose. Je trouve que par ailleurs, il y a un côté très répétitif qui arrive rapidement. Par rapport au fait qu'ils doivent se déplacer et tout, je trouve que le film n'exploite pas suffisamment la folie de son concept, et à mon avis c'est pas une question de budget, c'est-à-dire que moi quand je vois ce concept, au bout d'un moment j'ai envie de voir littéralement tous les habitants, vraiment tout le quartier se battre littéralement contre des dinosaures, vraiment, parce que c'est pour ça aussi que tu vas voir ce genre de truc, c'est vraiment qu'il y a un climax en apothéose. Je trouve qu'en plus dès que, alors on spoil, dès que il y a, donc je trouve qu'il y a ça, il y a effectivement en plus des clichés que moi je trouve assez certes cohérents mais un peu couillons, qui étaient typiques des clichés péjoratifs qu'on a de ces productions là. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé du chien, et je trouve qu'en fait je trouve le film en fait trop propre sur lui, en fait, trop propre sur lui, et je trouve que le gros problème qu'il y a, c'est que il y a un gros problème, moi j'ai, avec la caractérisation des personnages. Pas qu'ils soient mal joués, au contraire, je trouve le casting fait vraiment très très bien le taf. C'est juste qu'ils sont creux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu dramatique qui est posé en amont de la dimension fantastique du récit. C'est-à-dire que, en général, la règle de tout bon film fantastique, c'est qu'il faut que tu aies un enjeu, c'est-à-dire que l'enjeu humain, l'enjeu fantastique va de pair avec ton enjeu horrifique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une connexion émotionnelle par rapport à l'enjeu pour justement que tu aies un impact émotionnel au niveau de ça. Et ça, tu ne l'as pas, en fait. Et en plus, je trouve que le film s'essouffle plus en plus rapidement et se termine en eau de boudin, littéralement. Alors là, je pense que le dernier acte, c'est moi qui ai un énorme problème avec ça. C'est-à-dire que voilà, tu t'attends à un truc. Moi, en toute logique, tu dois avoir une progression dans l'horreur, dans le spectaculaire et tout. Et là, en fait, en plus, ça se termine. En gros, ils remontent dans le temps. Ils gèrent plus ou moins bien la catastrophe. Et on se retrouve en fait avec une aberration qui fait que le film n'a aucun sens, justement, dans son paradoxe temporel. Et à la fin, je me suis cru dans Time Cop. Voilà.
quand Jean-Claude Van Damme revient à son époque et voilà, sauf que en toute logique, justement, Nana Tawai a perdu son mari qui est joué par Ewan McGregor, donc notamment il ne doit pas revenir en fait quelque part. Enfin tu vois le délire. Donc voilà, mais malgré tout, je peux pas nier qu'il a une facture visuelle qui est très propre. Il y a une volonté de bien faire, c'est pas cynique du tout. Quoique, je me suis quand même posé une question avec la scène de la photo. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de voir un gag. Alors déjà, je me dis, bon, ok, les techniciens d'ILM, ils ont été payés pour animer une reproduction avec les dinosaures. Je pense qu'ils ont dû se marrer à l'affaire, mais disons qu'il y a un côté très humour absurde qui, moi, je trouve, fait sortir du film, et en plus, qui fait très ado edgy. Vraiment, c'est-à-dire le mec un peu à la Richard Kelly, tu vois, un peu ce côté-là qui me fait un peu sortir du film. Et voilà, mais malgré tout, il y a quand même, c'est triste à dire parce que c'est un film qui a des bonnes intentions vraiment, et je trouve qu'en fait, il y a un gros souci, c'est que au final, c'est qu'un pastiche en fait. Je comprends pas encore une fois l'idée de faire démarrer son film en 1982, si ce n'est d'un point de vue pseudo-théorique qui sera alimenté par les exégèses du web et de son auteur, etc. Mais moi, je trouve que c'est un refus de se confronter à son époque. Et en plus, moi, je trouve que tu peux le faire à notre époque, quoi. Tu peux transporter des gens de, Oui, oui, de tout à fait. 2026 avec les enjeux politiques, sociopolitiques lesquels on traverse dans l'époque des dinosaures. Et je trouve que ça aurait très bien fonctionné, ça aurait été même encore plus pertinent et tu aurais pu créer des enjeux hallucinants quoi, par rapport à des dilemmes entre des gens de quartier qui peuvent pas se voir, etc. Ce genre de choses. Ça aurait pu être avec en toile de fond les dinosaures. Mais malgré tout, il y a quand même des scènes que je trouve enfin, tu peux pas nier que le film est soigné, quoi. Je veux dire, tu peux pas nier qu'il a une facture visuelle soignée, qu'en plus il a pas essayé de reproduire le look des dinosaures de Jurassic Park, il a opté pour ce qu'on sait des dernières recherches, c'est-à-dire qu'effectivement les dinosaures avaient des espèces de Des poils, plumes. etc., des plumes, etc., donc il les rapprochait davantage des oiseaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais malgré tout, tu vois, il y a une scène que je trouve vraiment symptomatique de tout ce que le film aurait pu être et de ce qu'il ne peut pas, mais j'en reparlerai sans doute après parce que là j'ai trop digressé. Non, mais ça t'inquiète. Bah, écoute, dans l'ensemble, je suis un peu d'accord avec toi. Globalement, le film, alors pareil, moi, David Robert Mitchell, j'ai pas d'affection particulière pour le gars parce que, idem, hein, It Follows, j'avais pas du tout pris le train de la hype à l'époque. Euh, je trouve que franchement, ça apportait pas grand-chose au genre, même si sur le papier l'idée était intéressante, mais je trouve que ça faisait vraiment copie de Carpenter assez faiblarde, quoi. Euh, et visiblement, donc, après ce que j'ai pu lire sur Under the Silver Lake, c'est un cinéaste qui est profondément cinéphile, donc qui a tendance à beaucoup citer les cinéastes qu'il affectionne. Ce qui, quelque part, explique pourquoi il se retrouve sur un projet comme ça. Hum, alors moi, il y a un truc, et je trouve ça super que t'aies cité The Host de Bong Joon-ho, parce que je trouve que le film partage énormément avec celui-là. Euh, Au-delà de certaines scènes, c'est plus dans une espèce de liberté de ton, et une tendance à pas suivre une ligne directrice sur le ton du film, justement. En fait, il part vraiment ça démarre vraiment comme un film en blind de l'époque, quoi, hein, avec la petite vie de quartier, patati patata, voilà. Et je trouve que dès qu'on commence à avoir donc l'élément fantastique qui apparaît, en fait, il traite ça d'une façon souvent comique. Euh, Moi, j'y vois pas de cynisme, au contraire. Je pense que c'est un film qui est assez sincère et qui joue comme ça de petites ruptures de ton entre l'horreur que vivent les gens avec cette irruption de dinosaures qui bouffent tout le monde dans leur quartier et des gags comme ça. Alors celui des dinosaures qui baissent, bon, pour le coup, ça m'a fait plutôt rigoler, hein. Mais je trouve ça complètement con, mais je trouve ça assez drôle. Mais c'est plus des petits trucs par-ci par-là dans l'arrière-plan des fois ou des scènes où moi je pense à un truc que j'ai trouvé très drôle même si je le sentais venir, c'est quand le fils doit sauter dans le portail temporel dans la dernière partie et que le portail il se ferme, il se casse la gueule, il se pète la jambe. Je trouve ça vraiment très drôle, c'est con, mais et je trouve que ça permet comme ça d'apporter un ton qui est vraiment
assez unique. Parce que pour le coup, il joue pas de l'effet nostalgie où finalement les films de cette époque-là, ils évoluaient sur le même schéma et c'était pas ce genre d'humour. C'était un humour qui était un peu plus enfantin, plus familial. Là, il y a un côté humour un peu trash, même si ça reste assez gentillé quand même. Euh, tu parlais du chien, alors moi, on en reparlera ou pas. C'est pas forcément le sujet très important du film. Moi, c'est cher à mon cœur, mais moi, j'aime bien ce qu'il fait, en fait, ce que je disais sur les réseaux sociaux, que c'est clairement David Robert Mitchell, une dog person, parce que quand je vois comment il traite le chien du film, donc le seul chien du quartier, et comment il traite les chats dans le film, moi, ça me fait beaucoup rire. En fait, le chien, c'est un putain de héros, quoi. Même s'il disparaît pendant une bonne partie du film, quand il revient, c'est vraiment un héros, il est badass. Alors en plus, bon, bah, c'est un bouvier australien, donc les fans de Mad Max 2 seront aux anges, hein, vu que c'est le chien qui a été starisé par Mad Max 2. Et par contre, quand on voit des chats, les chats ils se font tous défoncer par les dinosaures en fait. Partout où on les voit, c'est des lâches qui font que s'échapper, ils se font choper, ils se font bouffer et tout. Bon, moi ça me fait rire, voilà, parce que moi aussi je préfère les chiens aux chats, donc ça me fait plutôt rigoler. Et c'est ce genre d'humour un peu gentiment trashouille, moi que j'aime bien. Et je trouve que ça apporte une bonne contrepartie à ce que déroule le film, qui, comme tu dis, euh, il y a un côté. Au début, c'est vrai qu'il fonctionne vraiment très bien. Euh, Moi, j'adore ce que tu as mentionné, là, le split diopter, l'objectif qu'utilisait beaucoup De Palma, qui permet d'avoir le premier plan et l'arrière-plan. Ça fait complètement lisible. Ça fait vraiment un effet qui est assez particulier. Je trouve qu'il l'utilise vraiment très bien. Et sauf qu'il l'utilise assez logiquement dans les intérieurs. Et les scènes d'intérieur sont vachement plus impactantes visuellement du coup que tout ce qui se passe à l'extérieur, alors que la majorité du film se passe à l'extérieur. Je trouve que ça, c'est un souci. Même si le film est globalement soigné, je trouve que c'est vrai que tout ce qui se passe au niveau poursuite avec les dinosaures, etc., bah, visuellement, c'est pas si emballant que ça, même si c'est bien fait, hein. Il y a pas cette recherche esthétique qu'on peut avoir sur les plans d'intérieur, parce que je pense que assez paradoxalement, même s'il fait un film d'horreur, aventure, voilà, ce qui l'intéresse clairement dans son film, c'est la famille finalement. Mais quelque part, il rejoint les productions Amblin sur ce thème-là. Sauf que pour le coup, même si voilà, il place son action dans les années 80, ce qui est un peu inutile en effet, euh, il l'utilise quand même pour un peu repenser le modèle de famille nucléaire, comme on dit, à l'américaine, dans le sens où ce qu'il nous montre au début, bon, bah, c'est juste une image d'Épinal de la famille. Très rapidement, il montre que cette famille, elle est assez dysfonctionnelle quand même, hein. Et finalement, ce qui va être le cœur du film, c'est une famille qui va se reconstruire dans l'adversité. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, tu vois. Je trouve que c'est plutôt bien traité d'ailleurs, même si chaque personnage est pas vraiment creusé à fond, quoi. C'est clair que pour la plupart, c'est des fonctions. Alors, en parlant même pas des personnages secondaires en dehors du noyau familial qui sont vraiment. T'as le bully qui, quand il réapparaît, ça reste un bully. T'as le voisin, pauvre abruti, qui a tendance à aimer les armes et tout ce qu'il va faire, bon, bah, quand il va y avoir les dinosaures, c'est monter sur son toit et puis tirer sur les dinosaures. C'est vraiment voilà, chaque personnage est vraiment à sa place. Euh, mais sur le cœur de la famille, du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Dans l'écriture, dans le savoir qu'on a le père qui cache qu'il a perdu son métier et que donc il est obligé de livrer des pizzas. La mère qui est obligée de cacher parce que elle veut pas en parler à son mari, qu'elle est en train d'écrire un bouquin qui est largement inspiré de leur vie. Le fils qui a blessé quelqu'un qui veut pas le dire. La fille qui a ses secrets également. Je trouve que le film est super intéressant en fait sur cette notion de famille et les notions de non-dit et les problèmes de communication dans un couple, dans une famille avec des enfants, etc. Je trouve ça plutôt bien fait. Après, c'est vrai que dans un film euh, qui, euh, qui avance comme ça à la façon d'un long épisode de la quatrième dimension,
parce qu'on est dans ce délire-là, hein, et c'est cool, hein, en fait. Moi, ça, j'aime bien. C'est vrai qu'il manque peut-être un peu de générosité, en fait. Euh, Même s'il y en a quand même, parce qu'on a des poursuites, il y a des séquences qui fonctionnent vraiment pas mal au niveau attaque de dinosaures et tout. Voilà, même s'il y a, bon, il y a rien de novateur, hein, chaque fois c'est un peu les mêmes schémas, hein. T'as la gueule du dinosaure qui avance dans un lieu qui est assez restreint, le personnage il est coincé, il claque des dents, machin. Bon, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Il est pas, il invente rien au niveau du traitement des attaques des dinosaures, mais il le fait plutôt bien. Euh, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un peu de générosité là-dedans, au niveau de l'action, voire de l'horreur. Euh, pour se concentrer finalement sur en fait un espèce de drame, quoi. Le côté dramatique l'emporte, même si le film est pas, il est pas hyper dramatique non plus, mais quand je dis drame, vraiment drame familial, quoi. Euh, et là, moi, où il m'a surpris, mais vraiment, et je m'y attendais pas, c'est quand il tue le père. Pour le coup, je trouve que la scène, euh, elle m'a, elle m'a accueilli parce que je m'attendais pas du tout, vu le ton de tout ce qui précédait, qui était plutôt léger finalement, malgré le drame de tout ce qui se passe, de l'horreur. Le film reste assez léger. Par contre, quand le père se fait bouffer, putain, genre, ouais, là il m'a accueilli. C'est le seul moment du film où j'ai été surpris. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et la scène fonctionne bien en plus, elle est relativement choquante, quoi. Et ça fonctionne bien. Après, c'est vrai, tout le reste, et je te rejoins sur un truc, c'est que je j'arrive pas à comprendre parce on a un énorme quartier quand même. Quand on voit les plans larges, c'est un grand quartier. Et on a, pendant quasiment tout le film, on a l'impression qu'il est vide ce quartier. Les habitants, on les voit vraiment très peu, on en voit peut-être une dizaine. Euh, et ça, c'est un gros souci au niveau implication émotionnelle finalement dans ce récit, c'est-à-dire que ben, t'as l'impression qu'il y a que cette famille qui fait quelque chose, quoi, qui sort un peu les doigts pour essayer de trouver une solution, même si bah, il y en a pas forcément et tout. Euh, donc ça c'est un gros souci. Et pareil, le côté paradoxe temporel, ouais, enfin, c'était sûr qu'il allait faire un truc comme ça, et c'est super maltraité, quoi. C'est super maltraité, parce que bah, le seul personnage qui se retrouve en double, c'est la fille, en fait. Tu te demandes comment ça fonctionne. Du coup, on a tous vu des films sur les paradoxes temporels. Normalement, t'es pas censé rencontrer ton double. Enfin, il se passe un truc, il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Donc, au final, c'est vrai enfin, il se recrée une espèce de réalité qui tient pas forcément la route par rapport à tout ce qui se passait avant, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que malgré beaucoup de réserves que je peux avoir, je trouve le film quand même plutôt sympathique. Savoir qu'il a pour lui en plus une durée qui est quand même plutôt Oui, restreinte, il fait 1h40, oui, ça par et contre, ça, oui, et heureusement qu'il dure pas plus longtemps, mais tout à fait. ça c'est assez intelligent, assez malin finalement d'être revenu sur un, parce que ça reste un petit film concept, hein, c'est vraiment pas un gros film, même si je pense qu'il y a un peu d'oseille parce que ben, les effets spéciaux ils sont quand même pas mal, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est un truc assez modeste, et pour ça je trouve ça plutôt cool. Après c'est vrai que franchement je l'aurais oublié dans une semaine, hein. Mais il a quelques petits atouts quand même, je trouve. Bah, après, tu vois, quand je parlais de cynisme, je parlais juste d'une scène, en fait. La scène, justement, de copulation entre les dinosaures. Oui, oui. Après, je parlais pas du reste, hein. C'est vrai que non, je trouve pas. Par contre, moi, j'ai pas ressenti le même effet sur certaines scènes. Genre la scène du saut avec le gamin, moi, je l'ai pris comme une scène dramatique, en fait. Donc, Ah c'est ouais, assez c'est intéressant, rigolo. juste. Tu vois, donc c'est assez paradoxal. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est peut-être dû plus à une sensibilité de spectateur, etc., différente. Après, c'est vrai que si tu veux, moi j'ai beaucoup de mal avec, contrairement à toi, avec les personnages. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est éviter de le comparer à des chefs-d'œuvre évidents, hein. C'est-à-dire que Mm, mm. effectivement, on peut penser à Vios, mais tu vois, Vios, tous les personnages sont traités. Enfin, je veux dire, comment dire, il y a un arc pour chacun des personnages, quand bien même à un moment, effectivement, parce que j'ai revu le film, effectivement, tu as aussi des facilités, mais c'est des facilités de série B, donc moi, c'est les facilités que j'aime bien, en fait. Tu vois, quand, bon, bah hop, ils se font assommer, et puis les personnages, bon, bah on laisse tomber certains personnages pour après les retrouver dans le final. Mais ça, c'est des trucs que moi, j'aime bien, en fait, parce que c'est des trucs de série, typiques de série B que j'aime bien, en fait. Là, en fait, mon problème que j'ai, c'est que je les trouve trop lisses, en fait, dans leur drama. Attention, je
Je dis pas non plus faire un truc de dépressif ou un truc comme ça, c'est absolument pas ça. C'est juste qu'en fait, pour moi, ils ont moins de consistance en fait que ce que tu pouvais avoir même dans certains sous Amblin en fait. En fait, c'est assez marrant parce que si tu veux, je veux dire qu'en plus c'est un film que sur le papier tu aurais envie de défendre parce que c'est certes une production estivale, mais qui est pas non plus voilà un gros budget, c'est plutôt des trucs de mid qu'on aurait pu voir dans les années 80-90 entre deux gros blockbusters en fait. C'est-à-dire que sur le papier, il a un état d'esprit que tu aurais pu avoir dans les films style Un cri dans l'océan de Stephen Sommers ou Tremors ou des trucs comme ça, tu vois, même Event Horizon, tu vois, je veux dire, moi, c'est vraiment ce feeling-là, tu vois, je pense vraiment plus à ce feeling-là, c'est-à-dire des films qui sortent, qui étaient certes avec des gros budgets, mais qui n'étaient pas non plus les giga blockbusters du moment, mais qui faisaient très bien le taf en tant que série B du samedi soir. Et c'est vrai qu'il a sur le papier, il a tout pour avoir une profession de foi similaire. Or, et c'est vrai que c'est là où moi est le problème, et tu l'as souligné aussi, c'est le manque de générosité en fait. Et donc le crescendo par rapport à ça en fait. Et pour moi c'est un gros problème dans le film en fait. C'est-à-dire que faut être honnête, quand tu vas voir ce genre de film, c'est ce que je disais en début d'émission, bah tu sais que tu vas avoir un gros climax qui va tout déboîter, etc. Et tu viens pour ça, hein, je veux dire. Donc Mm. quand ça se termine sur un paradoxe temporel qui en plus est super maltraité et qui moi me renvoie aux heures de Time Cop, donc c'est vrai que c'est assez compliqué quoi. Après, je pense qu'en fait il y a une scène qui pour moi synthétise toutes les qualités et les défauts du film. C'est la scène avec l'espèce de dinosaure limace. Je vais appeler ça limace parce que j'ai pas d'autre mot. Espèce de serpent géant. Si tu Ah, veux, le tu as une serpent, ouais. scène On dirait une murène en fait. murène, voilà, la murène géante. Que je trouve sur le papier, en plus, comment dire, c'est la seule scène avec un dinosaure qui m'a mis un peu mal à l'aise dans le film. Ouais, elle est bien la scène. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est que si tu veux, tu as une scène qui, en termes de découpage, est super. Vraiment. C'est-à-dire, tu comprends l'action, etc. En plus, elle est bien amenée en amorce du récit, avec justement le fait qu'elle traverse justement la piscine que voit le jeune protagoniste. Et en fait, tu vas la retrouver plus tard dans le récit. Et c'est vrai qu'en plus, elle est super bien amenée en termes de découpage. C'est-à-dire que tu vois, tu vois bien la maison, tu comprends les axes, tu comprends par là où elle se faufile, et avec un effet de surprise et tout. En plus, c'est vrai que c'est une murène, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu malsain, je trouve un peu dégueulasse, alors que l'animal est très propre, et qui fonctionne bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté vraiment viscéral, qui est beaucoup plus viscéral et malsain que ce que tu peux voir dans les autres scènes d'attaque de dinosaures. Le problème qu'il y a, alors je sais pas si c'est dû à la volonté de le caractériser comme un animal plutôt que comme un monstre. C'est-à-dire qu'une fois que le gamin a tiré deux fléchettes et qu'elle a planté les coups de truc, le truc se barre. Et en règle, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait une grosse scène de baston dans la maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire entre le dinosaure. Voilà, c'est-à-dire que tu aurais eu Stephen Sommers, période Un cri dans l'océan ou La momie, tu aurais eu le setup de la maison qui aurait été utilisé, en fait. Et je trouve que c'est ce qui manque, en fait. Si tu veux, tu vois, c'est hop, une flèche et c'est fini, quoi. Un coup de truc et c'est fini. Et ça, pour moi, ça synthétise toutes les qualités, le problème du film. C'est-à-dire qu'il va jamais au bout de son concept dans sa générosité. Alors, c'est ce que tu viens voir. C'est-à-dire que, tu vois, pareil, moi, quand j'ai vu le gamin avec l'arc, ben, je me suis dit, il va y avoir un gros truc dans le climax parce qu'il est caractérisé comme ça dès le début. Je m'attends pas à Triple R ou même à Viost, parce que tu vois de quoi je parle quand je parle de Viost Ouais, avec le évidemment. personnage de Dunabe. Bon, c'est un archétype, certes, mais tu vois, c'est ce que je me dis, il va y avoir un gros truc par rapport à l'arc. Et en fait, son truc, bah, c'est juste, il tire deux flèches et c'est tout. Alors que moi, je le vois Bah, en trop fait, en mode. il utilise le gamin avec l'arc simplement comme un ressort comique. Puisqu'il arrive, Ouais, je trouve ça il fait triste. rien avec son arc en fait. Et il tire ses pauvres flèches qui servent à rien. À aucun moment elles servent. Ouais, mais c'est Le con. serpent, il arrive pas à le blesser en fait. Ouais, mais c'est bête parce que pour moi, tu vas voir pour ça en fait. T'as envie de voir un truc qui soit complètement fou, quoi, littéralement. Et c'est mon problème en fait que j'ai, c'est-à-dire que c'est un film petit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, voilà. C'est un peu Bah moi le oui, problème moi, que j'ai. là où je trouve qu'il retrouve pas l'esprit
l'esprit Amblin auquel il aspire tout le long, c'est justement avec ce personnage du fils. Parce que son personnage, il fait vraiment du surplace, et j'ai l'impression que c'est le seul personnage en plus de la famille qui fait du surplace. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai, en plus par rapport à la c'est fille qui, un... elle, voilà. Bah oui, la fille, bon bah elle est présentée comme super intelligente, passionnée d'astronomie, machin, scientifique et tout. Elle est dans une famille qui a pas les moyens de l'envoyer je me rappelle plus à Cornell, c'est ça, la Oui, c'est fac ça. de Cornell où il y a un truc d'astronomie. Donc on sent qu'elle est en souffrance à cause de ça, machin, en plus de son identité et tout. Et au final, on voit que, étant donné que la mère, elle, a réussi à s'accomplir, à devenir une autrice, à succès en plus, la fille peut aller à l'université, donc elle évolue, en plus d'accepter son attirance pour les filles et tout. Donc c'est super, tu vois. Le père, il évolue également, il arrête de faire ses secrets, il accepte que sa femme ait plus de succès et plus ce soit la personne qui finalement ramène plus d'oseille à la maison, donc ils sortent du schéma de famille comme on pouvait voir dans les années 80, justement. Ça, c'est super cool. Mais le gamin, c'est vrai qu'il correspond pas du tout à ce qu'on pouvait attendre, dans le sens où bah, t'attends qu'il se révèle, et en effet t'attends qu'il fasse une Donabe des Yost, que à la fin ça devienne un mini-héros, quoi, qu'il arrive à défoncer au moins un dinosaure lui tout seul, quoi. Bah non, il y arrive pas, en fait c'est son chien. Voilà, le moment où il pourrait avoir son moment d'héroïsme, ben non, c'est juste, c'est son chien qui vient le sauver. Alors j'aime bien, c'est cool, hein, le chien, c'est le chien qui est badass et tout, mais bah il y a un souci d'écriture au niveau du gamin, je trouve. C'est dommage parce que il s'accomplit pas, et c'est un peu con d'avoir un personnage comme ça sur les 4 personnages principaux. Alors qu'en plus l'acteur il est super bon, qui joue le gamin, je le trouve Non, vachement c'est vrai attachant qu'en et plus le tout. casting est bien, quoi. Je veux dire, le casting est très bien dans l'ensemble. Moi, Anna Thaoué, je la trouve très bien encore une fois. Ewan McGregor, moi, j'ai beaucoup de sympathie aussi pour cet acteur parce que je trouve que c'est un acteur assez sous-estimé, je trouve. Et c'est dommage parce que je m'étais dit, tu vois, ça fait quand même certains films où, de près ou de loin, il tourne vers Spielberg. Quand je dis Mhm. ça, c'est-à-dire que il a quand même tourné pour Juan Antonio Bayona dans The Impossible, qui est probablement un de ceux qui a le mieux compris l'héritage de Spielberg. Oui, bah, Il a clairement. tourné certes dans The Island de Michael Bay, mais c'était quand même une prod DreamWorks. Et là, t'as celui-là. Et je me dis, c'est dommage parce que c'est typique. Je sens que c'est un acteur qui aurait été génial dans un Spielberg. Je pense, tu vois, un rôle à la Roy Neri dans Rencontre Troisième Type. Il l'aurait super bien fait, tu vois, à l'époque. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un super acteur, mais je le trouve parfois un peu sous-exploité. Bon, Anna Thaoué, c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai qu'elle fait un truc qui est pas facile. Et je te rejoins sur la scène de mort justement du personnage d'Ewan McGregor, parce que je trouve qu'elle fait un truc qui est pas facile. C'est dans la gestion justement de la brutalité de cette mort, en fait. Il y a un truc dans sa gestuelle qui fait qu'elle t'adhère tout de suite à ses réactions émotionnelles. Le reste du casting, pareil, les jeunes, j'ai rien contre eux, je trouve que ça fonctionne bien. Mais tu vois, en fait, il y a deux choses. Euh, Entre celui-là et It Follow, moi, il me fait un peu l'effet David Robert Mitchell. Alors, j'ai pas vu Under the Silver Lake, hein, je précise, mais il me fait un peu l'effet James Wan ou Robert Eggers. C'est-à-dire, je vois plus un fanboy, en fait. Alors, c'est pas péjoratif, mais un fanboy qui veut surtout pasticher ce qu'il a aimé dans les films et tout, mais sans vraiment apporter de réels points de vue personnels. C'est-à-dire qu'il fait les films à la manière d'eux, et quand il le fait, alors contrairement à James Wan ou Robert Eggers, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui se veut un peu plus théorique, mais pour moi, ça vole pas haut, quoi. Je veux dire, c'est au mieux, ça fait une analyse sur un site web ou dans un mémoire de fac, et c'est tout, quoi. Je veux dire, voilà, ça fait donc si tu veux, voilà, j'ai un peu de problème. Pour moi, c'est assez limité, et en plus, je trouve qu'il y a un côté chez lui qui me rappelle beaucoup le James Wan, mais alors James Wan quand il faisait Dead Silence, Insidious c'est-à-dire quand il faisait, avant qu'il se libère avec les Aquaman, Malignante, etc. Voilà. Mais il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire de bon élève, mais qui fait à la manière d'eux, mais voilà, qui est sincère, hein, pour le coup. C'est pas Wes Craven ou un truc comme ça. C'est absolument pas le cas. Donc ce qui fait que tu vois,
je suis pas en mode voilà, mais je trouve que voilà, j'aimerais bien que ce mec se lâche un peu, tu vois, voilà, euh, j'aimerais bien que ce mec se lâche un peu. Et aussi, moi, je trouve j'ai un autre problème avec le film, c'est que pour moi, il y a le contre-exemple absolu et auquel j'ai beaucoup pensé en sortant de la salle. Tu vois, dans un style assez similaire, d'un mec qui pour moi a clairement compris le langage de Spielberg, mais qui l'a réadapté à son époque, comme l'a fait Bayona, mais sur un prisme différent. Euh, je préfère Nope de Jordan Peele. Ah oui, bah, 1000 fois. Tu vois ce que je veux dire? Mille Je fois. veux dire, Mais Nope, c'est un c'est à dire. chef-d'œuvre. Nope, c'est un petit chef-d'œuvre, hein, franchement. Et qui va jusqu'au bout. En plus, ce que moi je trouve génial dans Nope, et c'est pour ça que je fais le parallèle, c'est qu'il assume totalement son film de monstre et avec à la fin un giga climax où t'en as plein la gueule, tu vois ce que je veux dire, avec le monstre, enfin la soucoupe volante qui se révèle être un monstre, un kaiju, en plus super beau en termes de design et tout, et où t'as une course poursuite de taré, quoi, je veux dire, ce que tu viens voir dans un film de monstre, et en plus t'as un vrai travail de mythologie fantastique qui est amené crescendo dans le récit, et en plus je trouve qu'il y a vraiment ça, tu vois, et pareil, tu vois, c'est-à-dire qu'il a compris tout le langage visuel de Spielberg, quand bien même c'est un film entre guillemets de bon élève, mais c'est pas péjoratif pour le coup, mais il en fait sien avec ses propres thématiques, etc. Sur la question justement, en plus moi que je trouve vraiment bien amené dans le film, la question de la représentation de la communauté noire et de son héritage dans la culture cinématographique. Je trouve le film même très touchant par rapport à ça. Voilà, c'est-à-dire que t'as pas besoin de faire le quartier, le suburban américain et tout pour réinvestir un cinéaste aussi majeur que Spielberg. Et je trouve que pour moi, voilà, Nope, c'est un peu la joyeuse antithèse de... Moi, c'est ce que j'aurais voulu voir dans Hawk of Street, en fait, Nope. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En plus, parce qu'en film, non, c'est un mais je film te comprends. extrêmement généreux, quoi. C'est un film extrêmement généreux qui, en plus, va pas chercher à pasticher, en fait. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est avant tout une musicalité visuelle, le langage de Spielberg, et qu'il le réinvestit à sa manière. Et en plus, c'est une relecture des Dents de la Mer à la fin, donc Oui, oui. et en plus transposé dans l'Ouest américain contemporain, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça en fait que j'aurais aimé. Et en plus, il y a un côté, il y a un feeling dans Nope que je trouvais totalement assumé par Jordan Peele. C'est le côté série B décomplexée, années 80-90. Tu vois, moi, ce que j'avais mis dans ma review, il y a un côté un peu un cri dans l'océan ou très morse. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai film de monstre qui est assumé par sa générosité. Ouais, je pense que le souci de David Robert Mitchell, c'est il est un peu le cul entre deux chaises et il sait pas trop marier le côté série B et le côté film d'auteur auquel il est associé, quoi. Parce que bon, c'est quelqu'un Mm. qui vient du film d'auteur indépendant, hein. Mais bon, on voit qu'il a des velléités de se frotter à la série B parce qu'il fait que ça finalement. Depuis It Follows, le slasher, Under the Silver Lake, un peu l'aventure lynchienne, machin. Il y a un truc il se frotte à tout ça. Moi, je pense qu'il a un peu peur de lâcher complètement la bride. Et c'est con parce Oui, que on voit dans certaines séquences qu'il a du talent. où, oui, mais puis on la voit cette volonté pour moi de plonger dans la série B. Alors attention, il n'est pas obligé de faire une série B teubée, hein. Non, c'est pas Il peut ça que faire je de veux la très dire. bonne série B. Mais en fait, moi, je le vois dans certaines séquences où par exemple, quand t'as Ewan McGregor qui vient avec sa grosse masse défoncer les genoux d'un dinosaure qui est en train d'attaquer sa femme, ça j'ai envie de le voir. Quand quand la famille traverse la maison de euh, la libraire comme ça qui est enfermée dans sa pièce. D'ailleurs, pareil, la scène est vachement bien foutue, je trouve. Globalement, la progression de toute cette séquence Oui, oui, oui. d'aventure dans la maison de la libraire est très bien découpée, très bien mise en scène. Elle est vraiment super. Et en fait, au retour, donc après que le gamin soit pété la jambe, il y a cette scène où il y a des espèces de, je sais pas c'est quoi comme dinosaures, comme des espèces de crocodiles un peu chelous là. Et en fait, bah, elle ouvre la porte, elle les défonce avec son fusil, et puis juste après, elle se fait bouffer par un d'eux. Bah moi, j'ai envie de voir ça, mais fois 1000 en fait. Euh, Oui, c'est Tu peux ça. faire ton film d'auteur entre guillemets avec des scènes aussi généreuses en fait, un Mm. peu trashouille, tu vois. Et c'est con parce qu'en fait, le film, pour moi, il a un peu ce côté un peu gonzo, entre guillemets, dans certains trucs, mais beaucoup dans les arrière-plans, du coup, t'as l'impression qu'il se le permet pas tant que ça, qu'il est là, il a le pied sur la pédale de frein, et putain, c'est dommage, ça. Bah, en fait, le problème qu'il y a, c'est que ça rejoint la problématique d'It Follow, c'est-à-dire qu'il veut faire un film qui soit moins,
réac entre guillemets que les slashers et tout. Et au final, vu qu'il assumait pas totalement ses codes, il en fait un film qui était, pour à mes yeux, hein, plus réac que les films dont il s'inspirait. Et là, vu qu'il assume pas totalement de faire du gonzo, bah au final, il fait des scènes qui paraissent au final plus gonzo que les films qu'il cite en fait. C'est tout le paradoxe du gars en fait, j'ai l'impression en fait. C'est dommage parce que enfin, je suis obligé d'admettre, c'est clairement un des productions hollywoodiennes les plus propres. Alors, tu vois, propre, hein, tu vois, c'est dire le niveau, mais quand même, c'est un des trucs les plus soignés que j'ai vu depuis longtemps, quoi. Ouais, Mais tu c'est vois, si vachement tu bien veux, fichu. c'est propre, c'est correct, c'est bien produit et tout, mais il y a pas cette folie. Mais tu vois, on parle souvent de Gonzo, mais enfin, comment dire, tu vois, je vais prendre l'exemple, tu vois, je reprends l'exemple de Nope. Si tu veux, moi, ce que j'aime beaucoup dans Nope, de Jordan Peele, c'est que même si tu vois, alors, moi j'ai une petite réserve, c'est l'intrigue parallèle avec le singe, même si je comprends où il veut en venir, mais tu vois, même si tu as ça sur lequel moi j'ai la petite réserve du film, même si j'adore le film, hein, vraiment plus le temps passe, plus j'adore ce film. Mais si tu veux, euh, tu sens que Jordan Peele, il est pas, comment dire, tu vois, il fait pas le distinguo. Il fait pas le distinguo que fait David Robert Mitchell dans l'agencement de ses scènes ou dans la tonalité émotionnelle, thématique qu'elles sont censées véhiculer en fait. Tu vois, lui, il a compris, Jordan Peele, bah non, bon, bah, dinosaure, ok, je veux traiter ça, il y a ça, bah bon, on fusionne, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je veux Ah dire, ouais. voilà, il y a pas, tu vois, il y a ce côté, vraiment, chez lui, dans ce film-là en particulier, bah, il a ce côté qu'a Bong Joon-ho, qu'a Spielberg, qu'a Carpenter, qu'a Joe Dante, enfin, qu'a tous ces cinéastes qu'on a aimés, c'est-à-dire, il se pose pas la question de est-ce que je dois séparer l'un ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas ce... Alors que paradoxalement, il vient du pastiche pur et dur, quoi. Exactement. Mais aussi parce que je pense qu'il y a aussi ce côté comique chez Jordan Peele, et ça je pense que c'est un truc qu'il a très très bien compris et que même Romero approuverait, parce que Romero le disait, l'horreur et l'humour sont extrêmement liés. C'est extrêmement lié, et puis en plus ça fonctionne sur les mêmes critères. Si ça te fait pas peur et si ça te fait pas rire, c'est foutu quoi. Je veux dire, c'est un truc qui ne pardonne pas en fait, avec lequel tu ne peux pas tricher en fait. Mais tu vois, pareil, tu vois, Bayona, qui est souvent en plus critiqué, hein, beaucoup plus qu'un David Robert Mitchell et tout, il n'a pas l'aura critique, si ce n'est sur le dernier, voilà, mais tu vois, Bayona, il y a un côté très émotionnel qu'il a Ah oui, compris de chez Spielberg, purement. c'est que c'était clairement un côté émotionnel. Alors, j'ai pas vu son Jurassic World, je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, on m'a dit qu'apparemment, c'était pas bien, quoi. Bah, c'est son moins bon film, voire son plus mauvais, on peut le dire, hein, parce que ça reste dans le cadre d'un Jurassic World. Après, dans les Jurassic World, c'est le meilleur, de très loin. De très très loin. Ouais, Parce que t'as quand d'accord, même quelques séquences où tu retrouves Bayona. Mais bon, d'accord. globalement, c'est un truc qui sert pas à grand chose. Hein. Voilà, c'est bien de l'avoir vu, parce que quand t'aimes Bayona, voilà. Mais c'est pas un film mémorable, mais c'est le moins honteux des Jurassic World qui, globalement, enfin, le dernier de Gareth Edwards, et des trucs qui étaient sympas aussi, mais bon, c'est comme souvent sur les grosses franchises quand ils récupèrent des auteurs un peu un peu Spielbergien pour le coup, parce que Gareth Edwards il a de ça aussi, hein. C'est la même génération, il a moins de talent, mais voilà, bref, on retrouve comme ça, avec beaucoup de parcimonie, dans quelques petites séquences à droite à gauche, leur vraie identité, si tu veux. Mais bon, ça reste noyé dans une grosse machine qui doit répondre à un cahier des charges, donc voilà, c'est pas très intéressant, quoi. Bah, en fait, tu vois, ce qui est un peu triste, c'est que je me dis, ça aurait pu être un Stephen Sommers ou un Joe Johnston des années 80-90, si ça avait été, euh, comment dire, un peu plus, pas soigné, mais un peu plus consistant. Je préfère le terme consistant, parce que, tu vois, c'est un peu triste, mais tu vois, j'en étais même à repenser au tout premier Jumanji, qui est pas un grand film, hein, loin s'en faut, hein. Mais si tu veux, bon, ça vaut ce que ça vaut, Jumanji, mais dans Jumanji, t'avais quand même. Ça allait jusqu'à déjà la destruction du quartier, de la maison, etc., avec les animaux, etc. Et en fait, malgré tout, t'avais un vrai arc narratif qui était un peu plus consistant. Quand bien même, c'est un truc du samedi soir, hein, je veux dire, c'était pas un grand film, c'était une bande démo en plus pour ILM, hein, le film était clairement pensé pour ça.
mais t'avais quand même le perso de Robbie Williams qui était en conflit avec son père et puis t'avais l'idée qu'en fait quand il avait disparu, bah, toute la ville s'effondrait. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait quand même un côté comme ça, tu vois. Même si c'était basique au possible, puis à la fin t'avais quand même l'idée de la confrontation au père avec qui était le même acteur mais qui était un chasseur, mais t'avais au moins cet arc qui se tenait en fait. Là le problème qu'il y a c'est que je le ressens même pas quoi. C'est mon problème en fait. J'ai l'impression qu'ils sont tellement fonction que bon. Et c'est dommage parce que je trouve pas le film malhonnête en plus, c'est ça le pire, c'est que ça aurait pu être une belle petite anomalie, tu vois, dans une bonne Oui, petite oui. série B de cette histoire, mais bon, voilà. Ouais, ça reste. Bon, bah, c'est. Enfin, moi, je trouve quand même que le film est plutôt sympathique dans l'ensemble, même si clairement il manque de folie, quoi. Il manque de folie alors il avait tout dans les mains pour pouvoir faire un truc vachement plus fun. Même s'il reste globalement assez fun comme film, hein. Mais c'est vrai il lui manque un grain de folie, oser un peu plus, quoi. Et je voulais juste mentionner parce que je trouvais vraiment super. Je trouve que la musique de Giacchino, elle est vachement Oui, bien. oui, elle est très bien. Ça faisait un moment qu'il m'avait pas vraiment impressionné avec ses compositions, alors que c'est quand même un super compositeur. Mais je trouve que cette fois, il a fait quelque chose de vraiment pas mal, quoi. C'est assez mémorable, je trouve. Alors, j'aurais peut-être une petite réserve sur la BO qui est certes extrêmement soignée, mais je trouve qu'elle, encore une fois, elle pastiche trop. Je trouve que c'est un peu le problème de Giacchino parce que c'est un compositeur très talentueux et surtout très versatile. Vraiment, hein, parce qu'il peut. Tu prends sa BO, tu prends. Moi, j'aime par exemple sur un film qui est vraiment pas bon du tout, mais j'aime beaucoup sa BO sur Doctor Strange, par exemple, qui est totalement Oui, différente très bien, ce qu'il c'est a vrai. fait, ou même ce qu'il avait fait aussi sur le Cercle des Neiges, qui était totalement différent. Donc en plus, mais en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que sur ce genre de production bah, tu vois, sa BO est très soignée, mais ça fait très pastiche de John Williams, voire un tout petit peu de Jerry Goldsmith, alors que le mec est très, très versatile et tout. Et je trouve que même pour une musique purement émotionnelle, quand bien même c'est plaisir à entendre, mais je trouve que le décor en années 80 plus la musique, ça sonne encore une fois trop pastiche, quand bien même c'est soigné, quoi. Voilà. Mais bon, Ouais, j'avoue. Mais mais c'est pas déplaisant, voilà, je veux dire, c'est pas un film où tu sors, t'as envie de te jeter par la fenêtre, tu vois ce non, que je veux certainement dire? pas. Ah Non, 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 du tout, du tout, du tout. non, c'est un film qui a Non, non, essayé de pour un bien film faire. estival, C'est déjà, franchement, si tu prends vraiment le cadre d'un film estival, puis bon, même si aujourd'hui ça a plus trop de sens, film estival, par rapport à il y oui, a quelques années, ça a fait plutôt le taf, quoi. Même si c'est pas mémorable, même si ça aurait pu être vachement mieux sur plein de points, c'est quand même plutôt sympa, je trouve. Voilà. On va vite l'oublier, hein, mais c'est ça, voilà, ça se regarde tranquillement. Qu'est-ce que tu aurais comme film à recommander? eh ben écoute, justement un peu l'archétype, bah, en fait, l'archétype de ce genre de production mid, comme on dit, c'est-à-dire du mid qu'on a évoqué, hein, bah, ça me permet aussi de rendre hommage à un cinéaste qui nous a quittés il y a quelques temps, et en fait, bon, c'est son meilleur film, hein, de toute façon. Alors, le cinéaste en question, c'est Chuck Russell, qui fait partie donc de ces trop trop longues listes de cinéastes qui avaient un début prometteur et dont la carrière s'est effondrée à mi-parcours, puisqu'il a signé. En fait, son début de carrière qualitatif doit également beaucoup à sa collaboration avec Frank Darabont. Donc c'est parce qu'il a signé littéralement le meilleur Freddy, donc le troisième. Et il a signé, donc on le connaît surtout pour The Mask, mais pour moi son meilleur film, c'est ça, et je pense pour beaucoup, ça restera le remake du Blob qu'il a signé donc en 1988. Alors pour faire très simple, donc c'est une espèce de slime géant, comme on disait autrefois, qui débarque sur Terre et qui dévore tout. Et en fait, donc c'est vraiment l'archétype de la série B fun. Enfin, série B, c'était quand même un gros budget à son époque, mais fun et bien faite, c'est-à-dire qui a en fait tout ce que devrait être aujourd'hui, encore aujourd'hui, une vraie bonne série B à gros budget, moyen conséquent, je préfère dire ça, c'est plutôt le terme exact, c'est-à-dire que c'est un film qui est un remake d'un film de série B des années 50, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui était vraiment pas terrible et qui était surtout connu pour être la première apparition de Steve McQueen en tête d'affiche. Et donc voilà, c'est pareil, si tu veux, c'est que déjà l'idée est bien, c'est-à-dire de prendre un film qui était pas terrible et d'essayer de voir ce qu'il y avait d'intéressant et de potentiel dedans pour en tirer le meilleur dans un remake. C'est ce que je trouve plus intéressant que de prendre un chef-d'œuvre et de vouloir le refaire à une nouvelle sauce. Ça, c'est déjà un excellent point.
Et en fait, donc, il va exploiter. En fait, ils vont totalement réinventer le concept du blob et ils vont en faire en fait une série B qui est extrêmement généreuse, extrêmement bien foutue dans son crescendo et surtout qui est moins gonzo qu'elle n'en a l'air, puisqu'il y a énormément d'éléments narratifs qui préfigurent tout simplement le subversif, notamment un personnage de prêtre religieux complètement taré. Il y a même une manière de jouer avec les codes de manière méta qui est super bien amenée en plus dans le film, je trouve, parce que en fait, c'est un film qui te dit tu vas avoir ça, mais en fait, non, tu vas pas avoir ça, mais tu vas avoir quelque chose d'encore mieux, qui se permet même des trucs un peu osés, c'est-à-dire bah, littéralement, il y a un gamin qui meurt dans le cadre, etc., de manière absolument dégueulasse, et en même temps, il y a beaucoup d'éléments subversifs, notamment sur la question religieuse, de la folie religieuse, qui annonce le futur chef-d'œuvre de Frank Darabont, qui était co-scénariste sur le film Le Bob, qui est donc The Mist, enfin qui annonce clairement The Mist. Donc c'est une série B qui est moins couillonne qu'il y en a. En plus le casting, on retrouve certaines têtes qu'on va retrouver dans le cinéma de Frank Darabont, notamment Jeffrey Demoon. Il y a Shawnee Smith que bon les amateurs de série B connaissent bien parce qu'elle va jouer dans Saw. Il y a même Kevin Dillon, donc le frère de Matt, qui était justement à cette époque ben, le jeune premier, etc., qui sont vraiment plutôt bien exploités, quand bien même tu restes dans justement des personnages fonction de série B. Il y a même Jack Nance qui était Aka et Razorhead qui joue dedans. Et en fait, c'est un film qui ne dévie pas de son concept, qui est de plus en plus généreux jusqu'à son climax. Et en plus, donc, faut aussi me rappeler, c'est que les effets spéciaux, notamment de maquillage, n'ont pas pris une seule ride. C'est vraiment des trucs. En plus, il y a des scènes qui sont assez impressionnantes encore aujourd'hui. Je pense que la scène du lavabo et de la cabine téléphonique, tout le monde s'en souvient encore. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la seule fois où j'ai eu le même feeling autour du malaise de claustro, euh, que je l'ai pas retrouvé pendant des années, si ce n'est dans le Nope de Jordan Peele, justement. Toute la scène où justement ils se font bouffer littéralement par le monstre aspiré et tout, je retrouve vraiment le côté vraiment claustro, bien dégueulasse et malsain qu'il y avait dans ce remake-là. Et surtout, je tiens donc à rappeler donc les effets spéciaux de maquillage qui ont été conçus par un vrai génie qui s'appelle Tony Gardner, et qui, pour la petite anecdote, et c'est pour ça aussi que je cite, c'est que c'est le mec qui a conçu notamment la poupée Chucky, qui a fait le maquillage de Darkman de Sam Raimi, qui a fait notamment aussi un film à ce qui paraît complètement fou qui s'appelle La Cité des Monstres, et que paradoxalement, c'est un concepteur d'effets spéciaux que le grand public du monde entier connaît sans connaître son travail, puisque c'est lui qui a conçu les casques des Daft Punk. Voilà, donc tu passes du Blob au Daft Punk, voilà. Donc c'est un très grand bonnet du maquillage et son travail reste encore très impressionnant aujourd'hui. Voilà, donc c'est ma petite roco hommage, donc le Blob de Chuck Russell. Voilà. Très bien. Pour ma part, alors je vais rester dans ce qu'on va appeler l'Amblin Exploitation, donc les films inspirés des productions Amblin. Et en fait, juste vite fait parler un petit film espagnol qui est sorti en 2021, qui s'appelle Live is Life de Dani de la Torre. Donc c'est un film qui est sorti au cinéma en Espagne et qui rapidement s'est retrouvé dans le reste du monde sur Netflix. Donc voilà, c'est pratique si vous voulez le voir, il est sur Netflix. Et en fait c'est l'histoire d'un groupe de cinq garçons, jeunes adolescents. Un d'eux a une très grave maladie et en fait pendant les vacances d'été, dans les années 80, ils décident de partir les cinq à l'aventure pour chercher une fleur magique qui devrait soigner leurs potes malades, quoi. Donc bon, c'est un film d'aventure, mélodrame. C'est pas très gai, mais en même temps, c'est traité vraiment sur un mode typique, voilà, de ces films des productions Amblin. Donc c'est traité sur un mode relativement léger. C'est un très très beau film, pas un grand film, mais un très beau film qui évidemment fait penser immédiatement aux Goonies ou à Stand By Me, quoi, voire Explorers. Vraiment un film sur ce truc qu'il y avait à cette époque-là sur bon, c'était l'amitié souvent entre garçons. Malheureusement, à l'époque, c'est vrai que les petites filles étaient un peu laissées de côté de ces trucs-là, quoi, généralement. Mais bon, voilà. Au-delà de ça, ça reste c'est vraiment une belle aventure, quoi, un truc très très humain. Un film assez étonnant de la part de Dani de la Torre, parce que bon, c'est un réalisateur qui est assez inégal, qui fait plutôt des thrillers, voire des polars, des trucs un peu
un peu rentre dedans, pas toujours très bien, des films un peu d'action. Là, dernièrement, il a fait un truc un peu à la Jason Bourne qui était sur Amazon, je crois. Mais c'est un mec qui surtout avait fait une époque, un film il y a quelques années qui s'appelait, qui est sorti sur Netflix aussi, je crois, sous le titre Gun City. C'était La Sombra dell'Alley, donc c'était un film de gangster, un truc qui se passait dans les années 20, qui était vraiment magnifique, quoi. Je pense que ça restera son chef-d'œuvre. Mais bref, donc le voir faire un film comme ça, une histoire de pote, un truc très plein de sentiments, avec ce sentiment d'aventure comme ça. Qui peut y avoir, qui peut être lié aux vacances d'été, donc là en Espagne, l'Espagne des années 80 et tout, avec en fond la célèbre chanson, donc Life is Life. Voilà, vraiment c'est pas forcément un très grand film, mais honnêtement, si à l'occasion sur Netflix pour voir vraiment, pour moi c'est un des films qui a le mieux compris pareil, ce qui vraiment caractérisait les productions des années 80, vraiment cette époque-là et le sel qui faisait ces films-là, quoi. Donc voilà, à l'occasion, jetez-y un œil, il est dispo. Je crois qu'on arrive au bout. On a fait un peu plus court que d'habitude et c'est tant mieux. Euh, Merci Johan pour tout ce que tu nous as sorti comme d'habitude. Bah, merci à toi, Nicolas. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous soutenir. Et je vous dis à une prochaine fois.